Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, Alexandre, on continue de suivre les développements de cette triste histoire, la mort de cette petite fille de 9 ans aux États-Unis, cette jeune Québécoise. Ben, son père, Luciano Fratellin, a été formellement accusé donc de meurtre au deuxième degré, d'avoir dissimulé un cadavre également. Il a plaidé non coupable. Ouais, c'est une histoire sérieuse qui avance là, extrêmement rapidement. Là. On se comprend que ça a commencé par une alerte Amber samedi. Déjà hier, on parlait là, plutôt d'une enquête, là, peut-être pour meurtre. On a accusé le père finalement et là a comparu pour plaider non coupable au meurtre de sa jeune fillette de 9 ans. Et là, c'est un peu toute l'histoire autour de l'enquête d'un côté, mais du passé, si on veut, de cet homme-là, là, puis ce qui faisait en sorte qu'il avait un quotidien hors du commun. Là. Mélina Fratellin, 9 ans, elle, avait disparu tout de suite après avoir été captée non seulement à 17h30 par des caméras de surveillance, on l'avait observé avec son père, 18h30, c'est la dernière fois qu'on a signe de vie d'elle, parce qu'elle appelle sa mère, lui dit on est de retour bientôt vers Montréal, son père et elle qui étaient en vacances aux États-Unis justement, et là on dit qu'entre l'appel qui a été fait donc à la mère à 18h30 et 22h, moment où le père déclenche une alerte Amber en signalant la disparition de sa fille, ben c'est entre ces deux moments-là, entre ces deux appels-là, que Mélina Fratellin serait finalement décédée, tuée par son père, abandonnée dans un étang. Et là, ben, c'est la cohérence du récit, comme on l'avait expliqué à Alex plus tôt, là, qui est venu mettre la puce à l'oreille des enquêteurs, là, qui se sont rendus compte que ben, M. Fratellin lui mentionnait être arrêté, uriné dans un stationnement. Il s'est retourné, sa fille était pas là, mais il y avait un véhicule blanc suspect avec 2 hommes dedans. C'est parce que rapidement, on s'est rendu compte que le véhicule blanc suspect avec 2 hommes dedans, il n'a jamais existé. Là. Il aurait été inventé de toutes pièces et c'est ce qui aurait mis la puce à l'oreille, là, justement, des enquêteurs qui ont fini par l'arrêter assez rapidement. Merci. J'ai hâte de voir exactement quels détails ils ont permis de l'accuser directement. Là. D'habitude, il y a un interrogatoire, puis un deuxième, puis on essaie d'avoir les preuves nécessaires. Là, non, ça a été une arrestation directe. Et ce qu'on commence à comprendre sur Luciano Fratellin, ben, c'est les problèmes de dette qu'il aurait ici au Québec. Là. Pendant ce temps-là, lui qui prétendait être incapable de subvenir aux besoins de sa fille, à ses propres besoins, il devait, là, en tout et partout, un 180 000 pour ces 2 entreprises qu'il possède. Café Gambella, qui fait de la vente de grains de café qui viennent de l'Éthiopie, et Gîtes Bernard, qui est un établissement touristique ici à Montréal. Il dépassait continuellement, sur les documents qui ont été consultés par nos collègues du journal, continuellement ses limites de carte de crédit et avait même déposé des poursuites contre ses partenaires d'affaires dans le Gîtes Bernard. Et là, ben, il disait ne pas pouvoir recevoir assez de fonds pour être capable de payer sa pension alimentaire là, qu'il devait pour sa fille. Mais bon, il continuait quand même sur ses réseaux sociaux d'afficher des images de la fillette, en parlait toujours en bien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête d'un homme comme ça pour commettre l'irréparable et enlever la vie de sa fille? Dans quel dessein également il a décidé de faire ça? C'est assez spécial, merci. C'est la mère qui avait la garde là, à temps plein de la fillette. Ce n'était censé qu'être des vacances à l'origine. Une histoire extrêmement triste, Alex. On a tous hâte de voir un peu la suite de l'histoire. Oui, parce que, autopsie sur le corps de la petite Mélina qui va peut-être là, nous amener... certains compléments d'informations, des réponses. Premier constat aussi, je te dis que te les font parader. Hein. Les accusés aux États-Unis, ouais. On est très, très loin là, de notre système ici là, qui protège beaucoup là, les accusés dans ce cas-ci. Hier, on l'a fait parader. Maintenant, qu'est-ce qui a bien pu amener les policiers très rapidement quand même à en conclure que le père leur mentait? Visiblement, incohérence, oui, dans son récit, parce que tu faisais référence là, à la fameuse camionnette blanche. Initialement, dans sa première déclaration, on parlait d'une camionnette blanche. Après ça, fait une autre déclaration aux policiers en disant « Oui, j'ai vu 2 hommes, là. » Ah oui, OK, mais si tu nous as pas dit ça la première fois, qu'est-ce qui est arrivé? Et vous avez vu certaines images, si vous nous écoutez sur Cube, à la télé, de ces réseaux sociaux. De ce qu'on en comprend, oui, il avait beaucoup de dettes, plusieurs litiges également avec d'anciens partenaires d'affaires, mais s'affichait beaucoup sur les réseaux sociaux un train de vie un peu luxueux qui, clairement, n'était pas capable d'entretenir avec ses revenus, là, ses problèmes financiers. Donc, s'affichait beaucoup sur les réseaux sociaux de cette façon-ci. Maintenant, lorsqu'on lit et lorsqu'on entend les témoignages de certains proches également, on peut en conclure
que la séparation avait été difficile là, et qu'il y aurait eu, selon les informations qu'on peut entrecouper également, là, des enjeux également là, de garde là, par rapport à la petite Mélina. Alors, c'est extrêmement triste. C'est un drame qui, vraiment, plus on creuse, plus on s'aperçoit que là, c'est multicouche. Là, c'était problème par-dessus problème. Alors, bien sûr qu'on va suivre avec attention les prochains déroulements. Là. Plus près de chez nous, c'est une disparition qui date des années 80, qui potentiellement pourrait avoir été résolue. C'est le véhicule de Robert Saint-Louis qui a été repêché, identifié dans la rivière des Mille-Îles. Et ce qu'il y a de particulier, Alexandre, dans cette histoire-là, c'est qu'on n'a pas juste retrouvé le sien. On a retrouvé à cet endroit-là, dans une espèce de descente de bateau, à peu près une dizaine de véhicules. Oui, en 9 et 10 voitures dans la région la plus profonde de la rivière des Mille-Îles. On parle d'une quarantaine de pieds de creux. Oui, un endroit où on peut faire disparaître un véhicule, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vraisemblablement, il y a des gens qui étaient au courant que c'était un bon endroit pour faire disparaître des véhicules. Et c'est ça qui va raviver un intérêt particulier de la police pour cette section-là. Je rappelle que c'est l'organisme Exploring with a Mission qui est composé de plongeurs, de youtubeurs amateurs qui viennent des États-Unis, de l'Australie également, qui viennent un peu partout en Amérique du Nord, de l'Est, essayer de résoudre des disparitions là, en disant c'est sûrement dans l'eau qu'on peut retrouver là, les corps ou les véhicules de ces gens-là. Et là, ça semble confirmer, disons, à 99,9% qu'on a bel et bien retrouvé Robert Saint-Louis et son véhicule qui a disparu il y a 37 ans, là, peu après 18 heures hier. On a extirpé de l'eau le Jeep Cherokee Chief beige qui lui aurait appartenu, là, un véhicule qui était non seulement pas très fréquent à l'époque, mais qui porte bel et bien, maintenant on peut le confirmer, le numéro de série et sa plaque d'immatriculation. Donc, il y a tout porte à croire que les ossements qui ont été retrouvés à l'intérieur lui appartiendraient bel et bien. Il y avait des membres de sa famille, de son entourage qui étaient sur place là, lorsqu'on a repêché le véhicule puis qui se sont enlacés les uns les autres. On dit même qu'on a pu leur remettre des objets personnels qui avaient appartenu là, ou qui auraient appartenu à Robert Saint-Louis. Donc, un dénouement, là, enfin, on peut mettre ça derrière nous du côté de la famille. Bien sûr, on finira par confirmer, grâce à l'ADN, là, les ossements qui lui ont bel et bien appartenu. Maintenant, faire disparaître une dizaine de véhicules dans la rivière. Ça, c'est plus suspect, là. Mais c'est ça, hein. Là, les enquêteurs, soudainement, se disent que c'est peut-être pas une coïncidence, là, qu'à un endroit comme celui-là, tous les véhicules se ramassaient, là, à moins que tout le monde décide d'aller faire une saucette dans le même coin, complètement habillé dans leur auto. C'est ça, là. C'est pas une dizaine de véhicules qui, par exemple, reculaient des bateaux puis que ça a mal tourné, là. On s'entend qu'il n'y a pas de remorque, là. Non, absolument pas. Là, ça va être... Bon, on va pouvoir identifier les plaques d'immatriculation. On va essayer d'identifier également les numéros de série des véhicules. À qui ils ont bien pu appartenir? Est-ce qu'il y a des ossements, des restes humains aussi dans les autres véhicules? Parce que là, ça pourrait vraiment tisser un lien entre les différents véhicules et de quelle époque parle-t-on aussi? Parce que est-ce que c'est lié à des dossiers d'homicide, des dossiers de disparition? Tu sais, si on a trouvé du côté d'un groupe criminalisé ou d'un criminel particulier un endroit où faire disparaître des véhicules puis des victimes comme ça, puis on les cherche pendant 37 ans, il pourrait y avoir un lien entre tout ça. Bref, on a résolu un mystère, mais on vient d'ouvrir 3, 4, même 10 autres nouveaux mystères, Alex, dans ce coin-là. J'ai hâte de voir le reste de l'enquête, là, surtout que, semble-t-il que le groupe Exploring with a Mission n'a pas terminé là, son travail puis ses découvertes un peu partout en Amérique du Nord. Il y a fort à parier qu'eux aussi vont gagner pas mal de suivants là, sur les réseaux sociaux grâce à ces découvertes-là. Eux, ils sont 2 en 2. Là. Il y avait l'homme aussi, là, c'était quoi, dans le centre du Québec, Mauricie? Centre du Québec, là, celui qui était porté disparu depuis 2014. Yvon Guévin en Mauricie, il y a 11 jours exactement, qui a été trouvé par eux également. Bon, on a beaucoup parlé de la guerre des stupéfiants, là, entre autres dans la région de Québec, le bras de fer que le BFM, le Blood Family Mafia, livre, notamment avec les Hells Angels. Pic Turmel, qui est à la tête de BFM, on le sait, est en cavale depuis plusieurs mois. Il a été arrêté et ne sera pas rapatrié cet été là, au Québec. Ouais, ils ont formulé, lui et son avocat, des contestations. C'est ce qu'on dit pour essayer de faire appel en ce moment là, des condamnations qui sont contre lui, ce qui va ralentir le processus d'extradition. Parce que
On devait le ramener à l'origine là, dès cet été, Picturmel, ici en sol québécois. Mais là, le dossier a été reporté là, à la fin septembre. On va devoir l'entendre là, avant justement là, d'envoyer les procédures d'extradition complètement. C'est donc un report qui va faire pianoter du doigt, on se comprend, les policiers ici qui l'attendent de pied ferme. Picturmel, hein, on veut le passer dans le système de la justice ici pour des accusations multiples. Là, trafic de stupéfiants, agression armée, complot. On pourra en ajouter d'autres là, de ces chefs d'accusations qui sont liés à toute cette guerre des stupéfiants en cours ici depuis 2023. Là. On se souviendra, Alex, les images horrible de torture, littéralement, qui avait été utilisée dans cette guerre-là. Mais digne des cartels mexicains. On n'avait pas l'habitude nécessairement de voir ce genre de vidéos-là, mais on en faisait la promotion là, par des vidéos très, très, très graphiques pour établir un peu notre autorité puis instaurer un climat de terreur. Là, pour faire comprendre le message, par exemple, à ces individus-là. Regarde, ton alliance avec les Hells ou ton allégeance avec les Hells, c'est fini. Là, tu vas travailler pour moi à cette heure. Ouais, des mutilations, des oreilles coupées, des pieds brûlés et j'en passe. Et là, ben, il est dans une prison italienne, encore prison qu'on qualifie là, d'insalubre, de vieillotte, là, surpeuplée en Italie. Il y a sa mère qui a essayé de faire des demandes pour aller le visiter, puis ça a été refusé, donc il voit ses proches là, en visioconférence. Mais on se comprendra que c'est lui particulièrement qui n'est pas pressé de revenir au Québec là, en déposant des procédures comme ça, là, juste avant d'être extradé. C'est beau l'Italie. Hein? Oui, c'est vrai. Ben, écoute, je suis pas sûr qu'il se fait servir du petit vin rouge en cellule quand même. Je pense pas. Il faut dire que depuis qu'il est incarcéré là-bas, ben il y a quand même des accalmies hein, dans cette guerre, dans ces violences là, ici au Québec. Avant, selon les sources policières, ça arrivait presque chaque jour là, des événements de violence urbaine. Maintenant, c'est étalé aux semaines, aux 2 semaines. C'est pas terminé, mais disons que son incarcération, après 610 jours de cavale, ça a fait du bien là, à cette guerre puis à ces violences ici au Québec. Ottawa avait embauché une firme pour gérer un programme d'indemnisation des effets secondaires de la vaccination contre la COVID, mais on s'aperçoit que ça coûte cher en frais de gestion. Oui, parce que pour ceux qui pourraient être sur des tendances anti-vax puis qui pensent que on dit constamment du côté des gouvernements qu'il n'y a jamais d'effet secondaire au vaccin. Non. Il y a des programmes qui sont en place. Il y en a un au fédéral, il y en a un au Québec là, qui sont distincts pour être capable justement d'indemniser des gens qui auraient eu des complications liées au vaccin. Le problème, c'est pas tant les complications elles-mêmes que les complications du système lui-même. Parce que là, en 2021, on met ça, le PSVV, Programme de soutien aux victimes d'une vaccination. Et là, on lance un appel d'offres. C'est Raymond Chabot Grant Thornton Consulting, qui est devenu, depuis 2023, Oxaro, qui remporte tout ça. Le problème, c'est qu'en 2021, donc la création du programme, puis le 16 juillet dernier, eux déclarent 36,3 millions de dollars de frais administratifs. Le problème, c'est qu'on a versé aux victimes 18,1 millions. Ça a coûté le double en administration que de l'argent que cette administration est censée gérer et envoyer. L'inflation, hein? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Coûte cher en papeterie, les frais de bureau. C'est Global News qui ont révélé là, ça dans une enquête dans laquelle ils ont parlé à plusieurs anciens membres, justement, de Oxaro en disant, ben là, ça ressemblait à quoi à l'interne? Qu'est-ce que vous gériez? Et sous l'anonymat, il y a un ancien employé qui explique que c'était une vraie cour d'école. Chez Oxaro, semble-t-il qu'il y avait une machine à slotch, une table de ping-pong, puis tout le monde avait bien du plaisir, se prenait des petites slotches, se la coulait douce, jouait au ping-pong. Sincèrement, c'est un texte qui vaut la peine qu'on aille le lire. Et là, maintenant, la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, dit que le contrat pourrait ne pas être renouvelé. Non. Ouais, ça a l'air que tu l'as coulé douce en buvant de la slotch puis charger le double de ce que tu gères comme argent, mais c'est peut-être pas la meilleure de toutes les idées. Il y a juste 3700 demandes d'indemnisation qui ont été envoyées à ce programme-là et 1700 personnes sur les 3700 sont encore en attente. Ça a l'air, faut finir la game de ping-pong avant de gérer le prochain client. Non, vraiment, un dossier à suivre et un énième programme gouvernemental qui coûte beaucoup trop cher pour rien. Tu sais, quand je vous dis là, qu'il est grand temps de donner un sérieux coup de barre dans l'administration publique, voici un énième exemple de comment mon argent, votre argent est dépensé. Alors, ça a été là pendant des années une espèce de bar ouvert dans plusieurs organisations des ministères ou quoi que ce soit. Avec pas trop de reddition de compte, on facturait 36 millions en frais de gestion, personne qui allume, il y a personne qui dit « ben, sais-tu quoi, ça me semble un peu élevé. » Puis je dis pas là, d'arriver avec la grosse chainsaw d'Elon Musk, puis tu sais,
Ça en est caricatural, là. Mais mettons la machine à slotch. Je- Excusez, je suis stické sur la machine à slotch, mais est-ce particulièrement nécessaire dans un environnement de travail? Et si oui, pourquoi on n'en a pas ici? Voilà. Ça, c'est la vraie question. exactement ce qu'il faut dénoncer ce matin, Alex. Voilà, Je suis 100% d'accord c'est avec ça. toi. Les vraies questions, les vrais enjeux, comme dit ma promo. Bon, pendant ce temps-là, Donald Trump qui est embourbé dans toutes sortes de problèmes, comme d'habitude, notamment avec Jeffrey Epstein, ben lui, il fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire essayer de faire diversion. Et il a publié une fausse vidéo créée par l'intelligence artificielle, une fausse arrestation de l'ancien président Obama. Ouais, c'est pas la première fois qu'il repartage sur son compte de Truth Social des vidéos un peu controversées. On se souviendra des photos, par exemple, d'un pick-up où Joe Biden apparaissait ligoté à l'arrière là, en pleine campagne électorale. On peut se souvenir de Trump Gaza aussi, hein, les images d'une Gaza qui Comment oublier? est complètement en ruine et bombardée là, incessamment en ce moment, mais avec des statues dorées de Donald Trump, puis lui qui prend des drinks avec Benjamin Netanyahu sur le bord de la plage. Là, cette fois-ci, c'est Barack Obama qui se fait arrêter en plein bureau ovale directement et il y a la chanson YMCA qui joue en arrière. Après ça, on voit Barack Obama être dans l'habit du détenu là, orange, derrière les barreaux, en cellule. Tout ça parce que la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a dit dans les derniers jours que, selon des informations qu'elle a, il y aurait des responsables de l'administration Obama qui auraient fabriqué des renseignements qui auraient là, laissé croire à une ingérence russe dans l'élection de 2016, là, un moment où, oui, les ingérences étrangères là, étaient à leur paroxysme là, dans plusieurs élections autour du globe. Et oui, ça a toutes les apparences de la fameuse là, diversion médiatique que Donald Trump là, fait depuis déjà un bon moment. Là. Ça fait partie intégrante de sa technique. D'ailleurs, hier, en même temps, on dévoilait des documents du FBI et de la CIA sur Martin Luther King, alors qu'on se comprend. C'est l'affaire Epstein qui intéresse ses partisans. C'est pas ceux-là qu'on veut là, dans l'immédiat. Exact, mais déclassifie d'autres documents comme ça pour comme montrer patte blanche puis faire diversion d'un côté comme de l'autre. Et ça en fait partie parce qu'il faut parier qu'il y a des gens, avec raison, qui vont se ruer dans les brancards de voir une vidéo comme ça qui encourage l'arrestation complètement politiquement motivée d'un ancien président, surtout dans un contexte où, je le rappelle, Donald Trump se targue du fait que le président est immunisé à tout. Il a même fait des demandes à cause suprême en disant « Ouais, mais on est immunisé dans le cadre de notre travail, ça, comme président. » Mais il aimerait arrêter un ancien président. C'est le comble de l'ironie, sincèrement, Alex, là, de ce côté-là. Et je voulais pas passer ça sous silence parce que justement, dans la masse d'informations qui nous parvient des États-Unis, le Wall Street Journal vient de se faire censurer par la Maison-Blanche. Ils ont refusé l'accès au Wall Street Journal à l'avion de Air Force One pour le voyage là, en Écosse que fait M. Trump du 25 au 29 juillet. Tout ça, c'est une vengeance directe politiquement motivés parce qu'ils sont fâchés d'un article qu'un journal a écrit. Moi, je suis désolé, là, mais on n'a pas besoin d'être membre des médias pour s'insurger de ce genre de comportement-là. C'est de la censure politique, oui, mais... ni plus ni moins. Es-tu réellement surpris? Je veux dire, non, j'espère que je le suis il y a pas. personne qui est surpris de ça, là. Mais on doit pas le normaliser. Il faut pas le normaliser, mais en même temps, tout ce qui est complètement irrationnel devient normalisé à l'intérieur de cette maison des fous. Puis, soyez pas dupes. Là. Trump a écrit le livre de jeu de l'art de faire diversion. Là, il sent la chaleur sur lui. L'affaire Epstein le suit partout. On ne lui parle que de ça alors qu'il veut parler de plein d'autres choses. Alors, comme par miracle, dépose une poursuite de milliards, c'est une dizaine de milliards contre le Wall Street Journal disproportionné, et Rupert Murdoch. Donc, une poursuite vraiment disproportionnée. Après ça, là, dans les derniers jours, là, il s'attaquait au nom de certaines équipes sportives, les Commanders de Washington, les Guardians de Cleveland, dans le baseball majeur. Lie aussi le financement d'un stade à la condition de changer de nom dans le cas des Commanders. Ramener les Redskins. Alors, vous voyez, c'est ça, là, c'est du Donald Trump tout craché. L'art de faire diversion. Et malheureusement, il y a des gens qui vont tomber dans le panneau, qui vont même croire à certaines vidéos complètement mensongères, créées par l'intelligence artificielle, repartagées par le président américain. On est rendu dans cette société-là, c'est quand même assez incroyable. Marianne, une jeune comédienne d'ici qui est honorée à Hollywood.
Laurence Ménard, comédienne de 14 ans. Elle est originaire du Lac-Brun, mais elle a remporté un prix d'interprétation au Young Artist Awards samedi à Los Angeles. Elle a décroché le trophée du meilleur premier rôle parce qu'elle a participé à un court-métrage qui s'intitule « Tout ce qui gronde » de la réalisatrice québécoise Ève Saint-Louis. Et dans ce court-métrage-là, elle joue le rôle de Marianne, la jeune sœur de Cléo, qui vit un événement qui va complètement changer sa vie. Elle dit que c'est sa petite sœur, elle s'occupe d'elle. C'est un personnage qui est vraiment rempli d'humour, de sarcasme, mais qui est là pour brasser sa grande sœur. Elle avait 11 ans pendant le tournage. C'est sa deuxième nomination et sa première victoire à cette remise de prix hollywoodienne. À 9 ans, elle a décroché un premier rôle dans la série télévisée Les Yeux fermés qui met en vedette Magali Lépine-Blondeau. Elle tenait le rôle de Magali quand elle était enfant et c'est grâce à ce rôle-là qu'elle a reçu sa première nomination au Young Artist Academy Awards avec ce rôle-là en 2024. Elle a commencé alors qu'elle avait 8 ans dans un casting à son école et là, c'est comme un rêve qui se réalise pour elle parce qu'elle est partie de ça pour se rendre maintenant à Hollywood. Dans quelques jours, elle va commencer à tourner dans son premier long-métrage, Eléo et Nova, dans lequel elle a décroché son premier rôle. Donc, c'est un film fantastique du réalisateur québécois Jérémy Comte qui va être tourné dans les Laurentides cet été, cet automne, à l'hiver. Ça va raconter l'histoire de 4 jeunes qui vont être laissés à eux-mêmes en plein milieu d'un champ agricole pendant une panne électrique en pleine canicule. Donc, ça risque d'être vraiment très intéressant. Et est-ce qu'elle rêve d'Hollywood plus tard? C'est sûr. Et Sophie Nélis, qu'on peut voir à Hollywood depuis quelques temps, c'est une de ses inspirations pour elle. Donc, vraiment, un beau chapeau à Laurence Ménard, 14 ans, qui a remporté son premier prix à l'international. Bon, retenir ce nom-là parce qu'on risque de l'entendre dans les prochaines années. Au sport, Alexandre, j'écoutais le début de ce match-là hier entre les Jays et les Yankees. Victoire des Jays qui établissent d'ailleurs un record. Ouais, c'était le 100e match de la saison des Blue Jays. Ils ont gagné 4-1 contre les Yankees de New York. Donc, ont 4 matchs d'avance sur ces mêmes Yankees dans le sommet de la section Est de la Ligue américaine. Mais c'est surtout le nouveau record d'équipe, 11 victoires consécutives à la maison, à domicile. Donc, vraiment, tout un succès là, du côté des Blue Jays qui ont vraiment une saison de fou. Il y a au-dessus de 41 000 spectateurs là, dans le stade des Blue Jays au Rogers Center qui vibrent vraiment là, avec leurs joueurs sur le terrain. Non, c'est beau à voir, c'est une belle histoire puis ça pourrait peut-être propulser les Blue Jays là, vers les plus grands honneurs là, vers la fin de cette saison de baseball. Ça va peut-être aussi ramener un peu d'intérêt canadien là, pour le baseball ici. Hâte de voir comment ça va se terminer ce beau parcours.